La plomberie de notre corps, honnêtement, on n'y pense presque jamais. Enfin, jusqu'au jour où, ça se bouche. Aujourd'hui, on va justement plonger dans les coulisses de notre système urinaire pour découvrir deux tubes souvent méconnus, mais pourtant essentiels, les urétères. On va voir que leur histoire est bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Alors, petite question pour commencer. De quel tube, quasi microscopique parle-t-on, capable de provoquer une douleur parmi les plus extrêmes qu'un être humain puisse connaître? La réponse est assez surprenante. Et la voilà, la réponse. Ce petit caillou, ce cristal, c'est un calcul rénal. Quand une chose pareille se coince dans les fameux tubes dont on parle, la douleur est fulgurante. C'est ce qu'on appelle la colique néphritique et c'est le signal que toute la plomberie interne est en état d'alerte maximale. Alors, un urétère, c'est quoi exactement? Bon, il faut s'imaginer une paire de conduits, un qui part de chaque rein. Mais attention, ce ne sont pas de simples tuyaux passifs. Non, non, ils sont musculaires et se contractent par vagues pour pousser l'urine activement vers la vessie. C'est un mouvement qu'on appelle le péristaltisme. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre comment fonctionne l'urétère, on va suivre son trajet comme si c'était un voyage, un parcours en 4 grandes étapes, depuis son point de départ, le rein, jusqu'à son arrivée dans la vessie. On commence tout en haut. La première partie, c'est le segment lombaire. Juste à la sortie du rein, l'urétère commence sa longue descente verticale, bien cachée tout au fond de l'abdomen, derrière les autres organes. C'est le début du périple. On continue notre chemin et on arrive au segment iliaque. Là, c'est un virage important. L'urétère s'incurve vers l'avant et doit passer par-dessus les gros vaisseaux sanguins, les fameux vaisseaux iliaques, pour pouvoir entrer dans le bassin. C'est une zone de croisement, un carrefour anatomique très fréquenté. Nous voilà dans la partie la plus longue du voyage, le segment pelvien. Il fait à peu près 13 cm. Ici, l'urétère descend le long de la paroi intérieure du bassin, se rapprochant petit à petit de sa destination finale. Et c'est l'arrivée, le dernier tronçon, le segment vésical. Il est tout petit, à peine 2 cm, mais il est capital. L'urétère ne se contente pas d'entrer dans la vessie, il traverse sa paroi musculaire en diagonale. Et ce trajet en biais, c'est super ingénieux. Ça crée une sorte de clapet anti-reflux, qui empêche l'urine de remonter vers les reins. Ok, maintenant qu'on a vu le trajet, regardons ce tube d'un peu plus près. Parce que ce n'est vraiment pas un simple conduit, sa structure est parfaitement optimisée pour sa fonction, mais, on va le voir, elle a aussi ses points faibles. C'est ça qui est assez fou. L'urétère mesure près de 30 cm de long, mais son diamètre, lui, ne dépasse pas 5 mm. Pour se faire une idée, c'est à peine plus gros qu'un spaghetti. Et c'est cette structure unique, à la fois ferme et musculaire, qui est la clé de son efficacité, mais aussi de ses problèmes. Et là, on touche à un point absolument crucial. Sur tout son parcours, l'urétère n'a pas un diamètre constant. Il y a 3 endroits où il se rétrécit naturellement. Il faut bien les retenir. 1, à la sortie du rein. 2, là où il croise les vaisseaux iliaques. Et 3, juste avant d'entrer dans la vessie. Et voilà pourquoi ces 3 points sont si importants. Ce sont de véritables goulots d'étranglement. Ce sont les pièges parfaits pour les calculs rénaux. C'est quasi systématiquement à l'un de ces 3 endroits que les cristaux se coincent, bloquent tout et déclenchent cette douleur terrible dont on parlait. L'urétère ne flotte pas dans le vide, bien sûr, il est entouré d'une foule d'organes et de vaisseaux sanguins très importants. Comprendre ce voisinage, c'est fondamental, surtout pour les chirurgiens, parce que l'urétère, malheureusement, est une victime potentielle de dommages collatéraux. Ce tableau, il parle de lui-même. Qu'on parle d'une hystérectomie, d'une chirurgie du côlon, ou même d'une simple appendicectomie, l'urétère est toujours dans les parages. C'est un peu le voisin silencieux que les chirurgiens doivent à tout prix identifier et protéger pour ne pas le blesser par accident. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité de très nombreuses opérations repose sur la capacité du chirurgien à repérer et à préserver ces 2 tout petits tubes. Une erreur d'1 millimètre peut avoir des conséquences vraiment sérieuses. Allez, on aborde maintenant un autre aspect important, les anomalies de naissance. Il arrive que les urétères ne se développent pas de manière classique, ce qui peut entraîner toute une série de problèmes. Un premier cas de figure, c'est l'urétère bifide. Il faut imaginer un rein avec 2 sorties. 2 petits conduits commencent leur chemin séparément, mais finissent par se rejoindre pour n'en former qu'un seul avant la vessie, un peu comme une route qui se dédouble puis se reforme. On a aussi l'urétère double. Là, c'est encore différent. On a bien 2 tubes complètement séparés sur toute la longueur, du rein jusqu'à la vessie, avec chacun sa propre entrée. En gros, un seul rein, mais avec 2 systèmes de drainage indépendants qui fonctionnent en parallèle. Là, c'est beaucoup plus rare et assez spectaculaire. Il arrive qu'un rein ne soit pas du tout à sa place normale.
Dans ce cas, son urétère est obligé de faire un trajet complètement fou, de traverser tout le corps pour aller se brancher sur la vessie de l'autre côté. Et puis, il y a cette complication, avec des conséquences très concrètes. C'est quand l'urétère rate sa cible, la vessie, et va se connecter ailleurs, par exemple dans le vagin. Dans ce cas, ça peut provoquer une fuite d'urine continue, tout simplement parce que le contrôle du sphincter de la vessie est complètement court-circuité. Finalement, tout ce voyage, avec ses virages, ses carrefours dangereux, ses rétrécissements et ses risques de blocage, eh bien tout ça se joue sur une distance de 30 centimètres à peine. C'est un exemple assez incroyable de la complexité et finalement de la fragilité de notre anatomie. On termine donc avec une question qui nous projette vers l'avenir. Maintenant qu'on connaît mieux son chemin tortueux et sa grande vulnérabilité, on peut se demander comment est-ce que les nouvelles technologies, comme l'imagerie 3D ou les robots chirurgicaux, pourraient nous aider à mieux protéger cette plomberie si bien cachée. C'est l'un des grands défis de la chirurgie moderne.